Notre-Dame de Lorette est un site qui est particulier pour moi, puisque toute petite, il dominait la commune de Souchet, et cette commune est nichée entre Notre-Dame de Lorette et Vimy. C'est malheureusement une terre qui a été complètement dévastée, anéantie, détruite durant la Première Guerre. Le bassin minier et l'écologie, quelle relation finalement, et qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on peut dire que l'histoire minière, c'est l'archétype du développement non durable. Les hommes meurent à 50 ans de la silicose en moyenne. Les sols de l'os au Moël ont baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers. On a des pollutions partout, pollution de l'eau, pollution de l'air. Quand l'activité économique se retire, elle nous laisse avec un taux de chômage considérable et un niveau de formation très faible. Bref, on pourrait dire que le développement non durable, son archétype, c'est dans les systèmes miniers tels que celui-ci. On a une population sur le territoire du bassin minier, de l'ex-bassin minier, qui a vécu et qui vit encore une très grosse pauvreté, précarité. Des usines qui avaient la main mise sur la population, les mines, le textile, l'automobile. Toutes nos générations aujourd'hui, elles vivent encore dans cette dynamique-là, même si elles n'ont pas connu le plein emploi. Ça reste dans cette dynamique d'accompagnement, d'assistanat parfois. Donc on a une population qui est en difficulté sur les quartiers prioritaires notamment, sur la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, il y a 21 quartiers prioritaires. C'est une population jeune, c'est 40% de la population qui a moins de 29 ans. Une population qui est très marquée par les familles monoparentales, par un taux de formation très faible, par un accès à la santé qui est parfois catastrophique. Malgré tout ça, c'est des gens qui se prennent en main et qui essaient quand même de s'en sortir. Voilà, pas uniquement par les aides sociales, mais aussi ils connaissent la solidarité au quotidien. Le nombre d'agriculteurs est en train à baisser constamment. La surface moyenne en 83, ici dans le Ternois, on était autour de 30 hectares. Quand j'ai quitté la profession en 2013, on était plutôt la surface moyenne autour de 80-90 hectares. On dit toujours les agriculteurs sont bien vus dans la société, etc. Mais on sent quand même qu'il y a de fortes attentes sociétales actuellement. Et donc même dans le monde rural, on devient minoritaire. Début 2016, c'était l'époque de la grande jungle de Calais, environ 15 000 migrants. Les demandes d'asile n'étaient pas honorées par l'État, donc il y avait beaucoup de demandeurs d'asile qui n'étaient ni logés ni nourris, et donc nous on a ouvert nos portes à ce moment-là. Et grâce au réseau, on a eu la première année 6 000 nuitées offertes. Voilà, donc il y a eu une forte évolution en 4 ans de temps, vraiment une forte évolution. Localement, en fait, on a quand même constaté depuis 2 ans, peut-être même un peu plus, une augmentation franche du nombre de mineurs. Tous les politiques savent que 95% des personnes à qui on n'a pas donné l'asile vont rester sur le territoire. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité? Un titre de séjour qu'on va accorder après les avoir laissés à la rue pendant 5 ans, ou alors ils vont rejoindre la clandestinité dans les grandes villes, ou alors ils vont alimenter des réseaux mafieux. Et donc il y a vraiment énormément à faire pour éviter à des gens qui sont en grande difficulté de tomber dans cette fange de la vie qui est insupportable, qu'on n'ose pas imaginer. Situer Berck dans la région, il y a une caractéristique qui est essentielle, c'est celle d'une ville très ouverte, mais c'est en même temps une ville avec d'importantes structures sanitaires, sociales et médico-sociales. Il y a une chose que je trouve extraordinaire, c'est la capacité des Bercquois à l'accueil et à l'accompagnement des personnes, soit présentant des troubles de santé ou même des troubles sociaux. Le Bercquois, dans son historique, dans sa culture finalement, est très accueillant. Et le fait qu'on soit sur une mono-industrie, il s'est créé comme ça au fil du temps une culture. Et il y a aussi à Berck un fait qui est
qui est important, qu'on ne remarque pas toujours, c'est la possibilité qu'il y a à vivre normalement à Berck avec un handicap. Cette année, on a commencé à accueillir en week-end, en partenariat avec l'aide sociale à l'enfance, des jeunes mineurs. Et l'idée, c'était de leur faire connaître un petit peu la vie en France, la vie dans une famille, les codes, les us et coutumes, et puis de leur permettre de parler français, en se disant que ces jeunes vont devenir adultes et qu'il y a forcément des liens qui se sont créés, qui vont perdurer. Donc le défi, c'est de continuer à faire vivre ça et donc trouver de nouvelles familles hébergeantes, parce qu'on a des sollicitations sur Amiens et puis dans le Pas-de-Calais au niveau des maisons d'enfants. Le Chanel, c'est une scène nationale. C'est une structure culturelle qui a été installée dans des anciens abattoirs, qui sont les anciens abattoirs de la ville. Il y a beaucoup de salles de spectacle dans ces 14 000 m². Il y a un restaurant, il y a une librairie. Et tout le projet de cet endroit, c'est de renouveler un peu, en tout cas c'était ça l'intention, l'idée du lieu culturel. Et quand on l'a imaginé, c'était de se poser la question « Qu'est-ce qu'un lieu culturel au XXIe siècle ?» Et la réponse que l'on a donnée, c'est qu'il faut que ce soit un lieu de vie. Et le Chanel, dans cette ville, il apparaît presque comme un anachronisme, hein. C'est-à-dire comment cette ville a pu générer un lieu comme celui-là. Ça, c'est la question qui fut la mienne quand je suis arrivé. Moi, je suis arrivé en 1991. C'est comment on peut intéresser les gens avec la sociologie qui est celle de cette ville, à des propositions artistiques. On a un engagement aussi au niveau de la commune, hein, avec des financements, avec l'État qui nous soutient aussi financièrement. J'ai une équipe d'une dizaine de personnes qui est sur le quartier au quotidien, qui fonctionne plus difficilement. C'est cet accompagnement au quotidien, c'est l'accès à l'alimentation. À chaque fois, on essaie de trouver des réponses, hein, des associations qui se mettent en place, des épiceries solidaires ou les restos du cœur. C'est l'accès à la formation, avec l'emploi qui est difficile à obtenir sur le quartier, même si on voit quelques améliorations ces derniers temps, notamment avec les plateformes de logistique. On a bien peur que ça fasse un peu comme les mines ou comme l'automobile, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ces emplois disparaissent aussi. Enfin, pour l'instant, on est plutôt dans une dynamique positive où les gens ont envie de retourner au travail parce qu'il y a du travail. Notre-Dame de Lorette, aujourd'hui, est un site, une nécropole nationale. Depuis quelques années, nous avons vu le site de la nécropole Notre-Dame de Lorette se développer avec le centenaire pour la paix principalement, puisque nous parlons de centenaire de la guerre, mais surtout il ne faut pas oublier le centenaire pour la paix. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer? Alors, évidemment, elles sont extrêmement nombreuses. Je dirais la première, c'est la conduite de changement que ça impose dans la tête, de changer d'imaginaire. Parce que l'imaginaire du développement, c'est des plus grands ronds-points, c'est des plus grands bâtiments toujours, c'est plus d'habitants, enfin une logique du toujours plus. Et cette culture-là que le modèle capitaliste a considérablement renforcée, la société de l'avoir finalement, c'est extrêmement difficile de lutter contre ça et de faire... En fait, c'est la question de la représentation de la richesse. Par contre, il y a quand même de l'espoir, c'est que tous les jeunes qui sortent de l'école et qui ont envie de rentrer dans le métier, eux se posent ces questions-là, hein, de voir comment on va faire évoluer nos pratiques, quoi. Comment on va faire pour être moins agressif par rapport à l'environnement et quand je dis moins agressif, c'est plus agressif du tout. Eh bien, dans l'activité professionnelle aujourd'hui, ce qui me paraît bien positif, c'est quand même l'enthousiasme de la jeunesse pour venir travailler dans ce métier. C'est un métier qui donnait pas envie, qui sentait pas bon, qui était humide et qui donnait pas envie aux jeunes de venir travailler. Aujourd'hui, on donne envie aux jeunes de venir travailler dans ce métier. Ils ont un lieu beaucoup plus sympathique, c'est moins des usines façon Émile Zola, comme on a pu connaître à une époque. Et ils travaillent des produits innovants, ça change un peu du filet de hareng qu'on avait. Maintenant, on travaille
des écrasés, des tartares, des choses un peu plus du goût du jour. Voilà, donc ça c'est très agréable et je crois que c'est le côté très positif, c'est qu'on peut transmettre et ça c'est très bien. On a fait la première église solaire de France, alors, toujours selon le principe, en co-construction avec la communauté catholique de la ville. Et aujourd'hui, l'église nous ramène 5 000 € tous les ans dans notre budget. C'est anecdotique, mais en même temps, la symbolique est extrêmement forte. Et l'église est très belle. Alors, tous ceux qui viennent à l'autre viennent voir l'église. Et la communauté catholique est ravie de pouvoir dire voilà, qu'on est à la pointe du progrès. Je m'appelle Anne Pierrard, j'habite Saint-Aubert depuis 90. J'ai eu un coup de foudre pour la cathédrale quand je suis arrivée ici. Je suis engagée aux Amis de la cathédrale, une association qui veille à préserver l'édifice et puis à le faire connaître et à l'animer. Alors mon engagement, il m'amène à m'émerveiller toujours de la beauté de la cathédrale, je suis une fan de la cathédrale, de la beauté des œuvres, de son histoire. Ce qui est de positif, c'est que les touristes sont happés par l'aspect culturel et en fait, ils sont quelquefois amenés à vivre une expérience spirituelle sans s'en être rendu compte, sans s'y attendre. Et donc en rentrant dans l'édifice, en contemplant les œuvres, en faisant cette expérience de la beauté et du silence, ils sont appelés à quelque chose de plus grand qui les dépasse. Et ça, je trouve que c'est une porte d'évangélisation aussi. Quand j'ai vu Laudato Si que j'ai lu en partie, je me suis dit, mais c'est un pamphlet révolutionnaire. Enfin, j'aurais jamais osé dire le 10e de ce qui est dit là. Et d'ailleurs, je pense que l'Église catholique peut être dans la conduite de changement. Parce que quand même, il y a un retour de la recherche de spiritualité, de sens dans nos vies. Les religions remontent un peu partout dans le monde. Et de pouvoir offrir un récit, de pouvoir offrir un cadre, une perspective dans le cadre d'une communauté religieuse, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et comme effectivement, on va être de plus en plus sur des questions de transformation de nos façons intimes, de dire qu'est-ce qui a du sens dans la vie, qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qu'on lègue aux générations futures, comment on se comporte vis-à-vis des autres êtres vivants, etc. Je pense qu'il y a un très beau point d'appui à partir de cette encyclique. D'accueillir toutes ces personnes avec nos pauvretés. On a été une église très riche, on l'est encore, au moins par nos cœurs, mais continuer à accueillir, que ça soit une réelle priorité pour l'église, de cette ouverture au monde des plus pauvres, au monde des personnes en précarité, en pauvreté. Cette difficulté d'accès, de voir cette porte ouverte, elle est au quotidien. Donc moi je pense qu'il y a encore des choses à jouer là, aujourd'hui, et que notre place, elle est primordiale auprès de ces personnes-là. Alors quel message donner à l'évêque ? Je ne peux pas donner de message au nom de la profession, mais je lui dirais de venir nous voir, d'être à l'écoute de toutes ces différentes catégories d'agriculteurs, parce que si Monseigneur pouvait nous rencontrer, etc., de mettre un peu d'huile dans les rouages là, pour inciter à plus de dialogue, quoi. Eh bien, j'aurais envie de lui dire de venir voir les industries et les outils de production au bord de la mer, de venir voir l'ensemble des gens qui y travaillent, et puis de lui dire qu'est-ce qu'on peut faire encore pour que cette jeunesse ou l'ensemble des gens qui vivent sur les bords de cette mer puissent vivre durablement de leur métier et de l'horizon qu'ils ont devant eux tous les matins. Voilà, je crois que c'est ça le plus important, qu'ils viennent nous aider à vivre tout ça. Ce que j'aimerais bien, alors évidemment, je sais qu'un évêque, ça a du boulot et puis ça a des responsabilités, mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'il descende de temps en temps à notre niveau, mais dans des échanges, alors je ne sais pas comment on pourrait faire, avoir de temps en temps comme ça un cercle de discussion libre à quelques-uns avec l'évêque, à la fois parce que nous, on a besoin aussi de son enseignement, parce que c'est lui, théoriquement, qui doit nous apporter. Et qu'on ne soit pas trop dans l'intellectualité, mais bien dans le terre-à-terre qui est notre quotidien, quoi. J'aimerais lui dire d'abord bienvenue
et qu'il fasse comme chez lui. Je lui dirais bienvenue dans le Nord, qu'il soit à l'aise avec le nouvel environnement, parce que s'il vient du Sud, faut qu'il s'adapte un petit peu au froid, mais on s'y fait rapidement. Puis on est une région qui est très amicale et qui se fait facilement des amis, qui sait bien rigoler, donc j'espère qu'il va bien s'entendre. Moi je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Si je l'avais devant moi, je lui dirais bienvenue déjà, bienvenue, et faites comme chez vous. Et je lui poserais la question, quelle aventure a-t-il envie de vivre avec nous pendant toute sa mission, pendant peut-être près de 40, 50, 60 ans, je sais pas, avec les progrès de la médecine, bref.